Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes député représentant les Français de l'étranger, mais là, c'est plus précisément au titre de la présidence des parlementaires français présents à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, auprès de l'OTAN. Excusez-moi si j'écorche le titre exact, mais en fait, vous êtes la personne qui en France représentait j'ai envie de dire, le Parlement français avec toute une délégation auprès de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont nous sommes, la France évidemment, un membre actif. Et c'est à ce titre que je voulais vous interviewer à l'occasion des 2 ans du déclenchement de cette guerre, de cette sale guerre, j'ai envie de dire, de cette tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ma première question, Madame Jeunetet, était simple. Comment vivez-vous ces 2 ans? Comment les appréhendez-vous et quel est votre sentiment 2 ans après cette tentative d'invasion? Après ces 2 ans, mes pensées vont d'abord à l'Ukraine et aux Ukrainiens. C'est vraiment à eux que je pense en tout premier lieu, c'est eux qui souffrent effroyablement, effroyablement depuis 2 ans. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance, l'opportunité de visiter un centre de réhabilitation des blessés de guerre et c'est extrêmement marquant comme expérience. À l'époque, c'était en juin 2023, vous voyez, il y a déjà de nombreux mois, et on était seulement à 1 an et demi du début du conflit. Je voudrais simplement rappeler d'ailleurs une chose, que le conflit n'a pas 2 ans. Hein. En fait, il a commencé en 2014. On l'oublie souvent, mais entre Ouais. 2014 et 2022, le déclenchement de la guerre, il y a quand même eu 14 000 morts. On oublie ça souvent de le préciser, mais la guerre a commencé en 2014 avec Crimée, l'invasion de la bien Crimée sûr. et de l'Est des provinces de Luhansk et du Donetsk en partie. Voilà, donc je crois que c'est important. Donc, ce centre de réhabilitation, dans lequel il m'a été précisé qu'à ce moment-là, en juin 2023, on avait déjà 20 000 amputés. 20 000 amputés. On avait un volume de 60 000 prothèses qui avaient déjà été faites. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que ces jeunes soldats et soldates, il y avait des femmes et des hommes amputés, eh bien, ils n'avaient de cesse que de pouvoir être équipés pour pouvoir repartir au front. Franchement, quand vous voyez ça, ça vous marque à vie. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, oui, je pense à ces Ukrainiens, ces Ukrainiennes qui souffrent tous les jours dans leur chair pour le prix de leur envie d'être européens, alors que nous, dans 9 mois, nous sommes en train de nous poser des questions pour savoir s'il faut ou non encore rester dans l'Europe. Je n'ai aucun doute, il faut y rester et accueillir au plus vite nos amis ukrainiens. D'accord. Le président Zelensky est venu en France il y a quelques jours. La France, par la voix du président de la République, est très présente aux côtés de l'Ukraine. Après, en même temps, il y a des débats dans notre pays. Vous êtes à la tête d'une délégation composée de très nombreux pays. Comment est-ce que vous... Il y a en France une petite musique, hein, qui, vous l'avez un peu suggéré, qui, qui, qui prône une forme de retrait de la France, tant d'ailleurs vis-à-vis de l'OTAN que vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a une forme d'esprit de Munich, hein. Moi, je parle clairement d'une forme d'esprit de Munich dans une partie des élites françaises. Est-ce que, qu'est-ce qu'on doit y répondre? Comment y répondre? Notamment dans l'hypothèse où cette guerre euh, pourrait durer et s'inscrire dans la durée. Que dire à des Français, par exemple à des paysans français qui là aussi ont un peu protesté, pour leur expliquer l'importance d'être aux côtés de nos amis ukrainiens? Alors, je vous rejoins tout à fait sur l'esprit de Munich. J'ai moi-même publié un papier dans la revue de défense nationale où j'utilise exactement cette expression. Et c'est en effet cet esprit qui est tout à fait inquiétant et dangereux. Alors, évidemment, aujourd'hui, la difficulté, c'est que même si moi, je n'ai pas connu cette époque-là, j'ai des livres d'histoire qui m'en ont parlé, j'ai des grands-parents qui m'en ont parlé. Donc, ça fait écho quand même dans ma propre vie aujourd'hui. Et en effet, je comprends que quand on est en effet paysan au fond de la Creuse, qu'on puisse se poser des questions sur, mais après tout, pourquoi aider l'Ukraine? Mais l'Ukraine est à nos portes. Hein, partie la plus ouest de l'Ukraine, c'est 2000 km, c'est rien du tout. Et il faut bien voir que la liberté de l'Ukraine, c'est notre liberté à nous. C'est une proximité culturelle, c'est une proximité de valeurs. Et derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Poutine, quand il agresse l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine sur laquelle il veut mettre la main, c'est un système de valeurs que l'on incarne. Il n'a pas supporté Maïdan et cette aspiration à la liberté qu'ont exprimé les Ukrainiens à ce moment-là, avec, rappelons-le, des jeunes qui sont morts en 2014 parce qu'ils voulaient simplement rejoindre l'Europe et nos valeurs. Donc ce que Poutine veut détruire, ce n'est pas l'Ukraine, ce sont nos valeurs.
Et donc, nos valeurs, eh bien, c'est par exemple le paysan, la liberté de pouvoir produire ce qu'il souhaite, de pouvoir le vendre comme il le veut, de pouvoir recevoir des gens comme il le veut, de pouvoir vivre comme il le veut sans être inquiété par une police qui serait sur son dos en permanence, pour pouvoir exprimer des opinions politiques comme il le veut, car peut-être que ce paysan ne partage pas les opinions politiques, par exemple, du gouvernement actuellement en place, mais il peut le dire, il peut l'exprimer. Eh bien, M. Poutine l'empêcherait de le faire. Eh bien, c'est ça que nous défendons aujourd'hui. M. Poutine n'a pas de frontières, il n'a pas de limites, il l'a déjà dit depuis bien avant 2014. Soyons très lucides sur les ambitions de Vladimir Poutine. Ne le laissons pas faire, il ne peut pas gagner et l'Ukraine doit absolument sortir victorieuse de l'affreux conflit dans lequel elle est emportée aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisque vous parlez des valeurs, pour les 2 ans de cette guerre, bien entendu, nous parlons des enjeux militaires, hein, et l'OTAN joue évidemment un rôle important, et la France, puissance nucléaire, avec une capacité évidemment militaire avec la Grande-Bretagne qui est absolument considérable, mais il y a aussi l'enjeu des valeurs, et c'est pour ça que nous publions ce livre, Ma guerre d'Ukraine illustrée, du dessinateur Hector, sous le mode la liberté d'expression a choisi son camp. Et d'ailleurs, les dessins de ce dessinateur français, Hector, sont exposés en permanence au musée de Kiev et au Centre mondial pour la paix de Verdun. Madame Jenotet, est-ce que vous avez un mot à dire à l'occasion de ces 2 ans au peuple ukrainien? Et ce sera ma dernière question. Alors, j'avais presque envie d'abord de m'adresser au peuple français. C'est qu'aujourd'hui, nous voyons que le peuple ukrainien souffre, et ce dont il souffre le plus, ce sont ces armées ukrainiennes qui manquent de moyens. Et aujourd'hui, je nous trouve très timorés, très timides, très frileux sur l'aide que nous apportons à l'Ukraine. Soyons lucides. Moi, j'ai rencontré des militaires ukrainiens. Aujourd'hui, leur méthode de défense, ils ont peu de moyens pour attaquer, beaucoup de moyens de défense, ils essayent d'avoir une ligne de front qui soit transparente. Et ils ont besoin d'éléments, de technologies qui leur permettent d'être invisibles. Et ça, la France, elle en a des technologies comme ça, notamment par exemple des lunettes à infrarouge. Et donc, il nous faut absolument aider l'Ukraine de manière beaucoup plus massive. Il nous faut également passer en économie de guerre. L'économie de guerre, c'est pas juste augmenter les délais de production, augmenter les quantités de production, c'est aussi transformer des usines qui aujourd'hui devraient basculer vers une production d'équipements militaires parce que la Russie, et ça a été dit souvent, je l'ai entendu, elle sera toujours à nos frontières et elle le sera de manière agressive pour longtemps, car nous ne savons pas ni combien de temps restera Poutine au pouvoir, ni qui viendra après lui. Soyons dans un schéma d'être toujours prêts. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment prêts, je crois, et nous devons aller beaucoup plus loin et dans notre soutien et dans notre préparation. 2% de nos dépenses militaires, de notre PIB, pardon, dans le budget militaire, c'est bien, avec 30%, je veux le souligner, d'investissement dans des nouveaux matériaux, dans des nouveaux matériels, et ça c'est très important, mais c'est un plancher. Nous devons aller beaucoup plus loin. Les Polonais sont passés à 3%, les Grecs également. Nous devons certainement suivre leur exemple. Évidemment, la France est en situation budgétaire difficile, je l'entends, mais aujourd'hui, on va avoir des choix très importants à faire, des choix derrière lesquels sont nos valeurs qui sont mises en jeu. Nous devons aller beaucoup plus loin que les 2%. Nous le devons à nos amis ukrainiens que je veux saluer aujourd'hui pour leur courage et leur résilience. J'espère que vous allez être entendu et je suis sûr que vous le serez parce qu'évidemment, c'est le destin des Ukrainiens, mais c'est notre destin et celui de l'Europe qui se joue actuellement sur le continent. Merci Madame Jenotet d'avoir répondu à la question.